Consulat et l'Empire. Alors, après avoir été délaissé par les successeurs de Louis XIV et surtout pendant la Révolution française, l'Hôtel des Invalides sera réorganisé par le premier consul Bonaparte. Mais avant même d'être consul, le général Bonaparte avait déjà eu l'occasion de s'occuper de l'Hôtel des Invalides. En effet, 3 semaines après le 13 Vendémiaire, quand il avait sauvé la République en mitraillant les insurgés royalistes sur le parvis de l'hôtel Saint-Roch à Paris, le général Bonaparte avait été nommé général en chef de l'armée de l'intérieur. Il remplaçait à ce poste Barras, qui lui-même était nommé directeur. À ce titre, le général Bonaparte commandait toutes les troupes qui étaient sur l'île de France actuelle. Et parmi ses prérogatives, il y avait la réorganisation de l'Hôtel des Invalides. Comme vous pouvez l'imaginer, dès qu'il aura ce poste, il va remilitariser l'établissement. Et le 7 septembre 1797, il nommera au poste de commandant le général Berruyer. Bonaparte rétablira également l'autonomie financière de l'établissement. Lors du coup d'État des 18 et 19 Brumaire, les Invalides, derrière leur commandant le général Berruyer, vont soutenir Bonaparte et certains iront même jusqu'à Saint-Cloud pour proposer leur aide. Sous le consulat, le nombre des pensionnaires va alors augmenter rapidement, justifiant pour pouvoir tous les héberger la création de succursales. En 1801, pour accueillir les nombreux blessés revenus de la deuxième campagne d'Italie et surtout ceux revenus de la campagne d'Égypte, 2 autres succursales vont être créées. Celle de Louvain, en Belgique, et celle d'Avignon. Installée dans les 3 ensembles conventuels de Saint-Louis, Saint-Charles et des Célestins, elle accueillera entre autres les soldats souffrant de séquelles d'ophtalmie au retour de la campagne d'Égypte. Le nombre des Invalides pendant le Consulat et l'Empire ne sera jamais inférieur à 5000. Environ 3000 seront hébergés à Paris, le reste le sera dans les succursales. Et un système de pension pour les Invalides non hébergés sera mis en place dès le début du Consulat. L'administration de l'hôtel étant redevenue militaire, l'Empire reprendra pour les pensionnaires les uniformes qui étaient ceux de l'Ancien Régime. Pendant cette période toujours, l'hôtel retrouvera en particulier sa vocation médicale et y seront affectés les grands noms du service de santé militaire de l'époque. Parmi les médecins, Jean-François Coste sera médecin en chef des Invalides du 26 juillet 1796 jusqu'au 9 novembre 1819. Il sera en même temps médecin-chef de la Grande Armée de 1805 à 1807 jusqu'à la veille d'Eylau, où il sera remplacé par Digenette. Après lui, René-Nicolas Dufriche, plus connu sous le nom de baron Digenette, on le connaît aussi très bien, sera lui aussi médecin-chef des Invalides, mais après l'Empire, de 1832 à 1836. En 1807, il va succéder à Cosse comme médecin-chef de la Grande Armée. Il sera lui aussi inspecteur de la général du service de santé. Ivan, qui sera le chirurgien particulier de Napoléon, succédera à Sabatier comme chirurgien-chef des Invalides en 1811. À Ivan, c'est Larrey qui va succéder, mais il ne sera médecin-chef des Invalides que pendant 4 ans, de 1832 à 1836. Parmi les apothicaires et pharmaciens, le plus célèbre est bien sûr Antoine-Augustin Parmentier, que l'on connaît plus pour être le précurseur de la chimie alimentaire. Concernant la grande qualité des soins dont jouissaient les pensionnaires sous le Premier Empire, l'étude des registres de 1808 à 1814 permettent de s'en faire une idée. Bien que les pensionnaires, avant d'être aux Invalides, avaient en moyenne servi dans les armées pendant 30 ans ou plus, leur espérance de vie était relativement satisfaisante, puisque l'âge moyen de décès des Invalides était de 70,7 ans. Par ailleurs, aucune épidémie n'avait été constatée chez ces vétérans
dont un tiers avait passé plus de 20 ans dans l'hôtel. Bref, grâce à Napoléon, les pensionnaires y auraient été particulièrement bien traités. Il est vrai que les invalides doivent beaucoup à Napoléon, le plus grand fabricateur d'estropiés des temps modernes. Depuis son règne, ils sont traités comme des princes, et plus heureux que des princes, car ils sont à l'abri des révolutions. Pendant cette période, l'hôtel impérial des Invalides recevra des visiteurs de marque, comme par exemple le pape Pie VII. L'empereur lui-même s'y rendra à plusieurs reprises, comme cette visite qu'il fera le 11 février 1808 et qui est immortalisée ici par le tableau de Véron-Bellecour. La dernière visite que Napoléon fera aux Invalides aura lieu le 15 mars 1813 en compagnie de la nouvelle impératrice Marie-Louise. Napoléon, qui aura repris donc le grand dessein de Louis XIV, va aussi s'attacher à accroître la renommée de l'établissement. Tout en conservant ses 5 fonctions initiales, l'hôtel des Invalides deviendra en effet sous l'Empire le symbole de l'union entre la nation et son armée et le panthéon des gloires militaires. Ils seront scandés par le canon des Invalides, les succès des grands moments du régime impérial, des salves seront données pour annoncer les victoires militaires, pour les entrées solennelles des souverains, et le 20 mars 1811, 101 coups de canon vont annoncer la naissance du roi de Rome. Ils seront également organisés des cérémonies solennelles, transfert des cendres des grands militaires, Turenne, Vauban, fête de la Concorde le 14 juillet 1800, le serment des légionnaires et la première remise des étoiles de la Légion d'honneur dans l'église des soldats le 15 juillet 1804. Remise des trophées pris à l'ennemi lors des campagnes militaires, des drapeaux, essentiellement des drapeaux, et en 1807, des drapeaux, l'épée et les décorations de Frédéric le Grand.